Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous développerons ce mardi 21 juillet. Les 70 ans du mariage de Monaco entre le prince Régnier et Grace Kelly, projeté dans la cour d'honneur du Palais Princier hier soir. Une ciné-conférence exceptionnelle qui a dévoilé encore un peu plus les coulisses de cet événement magique et historique. Retour en images dès le début de ce journal. Si vous prévoyez de vous évader cet été, avez-vous pensé à tout? Vraiment à tout? Certaines formalités paraissent parfois évidentes, mais restent très souvent oubliées, surtout dans le contexte international actuel très tendu. Alors il n'est pas interdit de se faire une piqûre de rappel. Le directeur des relations diplomatiques et consulaires, Benjamin Valli, nous livrera toutes ses recommandations dans un instant. Pour ceux qui restent dans le coin, Monaco ne manque pas d'activité cet été, aucun risque de s'ennuyer. Pour les enfants, l'Académie monégasque de la mer propose son traditionnel stage de plongée, de quoi en apprendre un peu plus sur les beautés fragiles de la Méditerranée. Et puis nous finirons en innovation. Le spa du Métropole Monte-Carlo souffle sa première bougie et s'offre quelques nouveautés, dont une technologie signée Guerlain qui révolutionne les soins esthétiques. Immersion à suivre. Il y a 70 ans maintenant, Monaco célébrait ce que la presse de l'époque avait appelé le mariage du siècle entre le prince Régnier III et l'actrice hollywoodienne Grace Kelly. Alors que le Palais Princier accueille jusqu'à la fin du mois de septembre une importante exposition retraçant cette mythique semaine de festivités en principauté. Hier soir, dans la cour d'honneur du Palais, le public a pu découvrir des images inédites de ce mariage. Retour sur cette projection avec Alexandra Pani et Lionel Bernardi. C'est une de ces belles histoires qui débute par la découverte inopinée d'une dizaine de cartons poussiéreux il y a 3 ans, dans lesquels sont renfermées les bobines et les chutes du film documentaire Le mariage de Monaco, filmé en 1956 par Jean Masson. Cette découverte exceptionnelle mène alors à un plan de sauvegarde entamé par le Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco. On a pris en charge donc un lot de pellicules, 83 boîtes, imaginez-vous, pour un métrage, je crois, calculé de 12 km, qu'il a fallu dans un premier temps expertiser. Ça a été le travail de l'équipe de l'Institut pour savoir précisément de quels matériaux on disposait. Et à l'issue de cette expertise, on était convaincus d'avoir le matériel suffisant pour engager un vrai plan de sauvegarde. Et nous avons confié cette opération au laboratoire L'Image Retrouvée, qui a travaillé sur 3 sites différents, Bologne, Paris et Amsterdam, là où ils sont implantés et où est implanté leur savoir-faire. Et c'est, je dirais, pas loin de 2 ans de travail pour arriver à restaurer le film dans ses 3 versions, puisqu'il existe en français, mais aussi en langue anglaise et en langue italienne, et puis ces fameuses chutes. Vous venez de l'entendre lors de cette projection au cœur même de la cour d'honneur du Palais Princier. Le public a pu non seulement découvrir ce film, devenu invisible depuis sa première sortie au cinéma, mais pas seulement. Parmi ces bobines se trouvaient des chutes de films, des moments tournés qui n'ont pas été retenus au montage et donc encore jamais montrés. C'est une complémentarité évidemment dans l'analyse, dans le travail de préparatoire. Il y a les techniciens qui ont parlé, donc la directrice du laboratoire va intervenir ce soir. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer comment autour d'un document, il y a un travail pluridisciplinaire pendant un certain temps pour présenter aujourd'hui un résultat qui, j'espère, permettra à chacun de redécouvrir ou de découvrir ce film, mais surtout de découvrir aussi ses à côté, un petit peu donc ce qui n'avait pas été montré. Nous avons évidemment dans les choix de rush, de chutes que nous présentons ce soir, que nous commentons, privilégié les scènes qui se sont passées au Palais Princier. Il y a une forme de mise en abîme ce soir parce qu'il y a évidemment l'idée que 70 ans plus tard, la dynastie continue. Une soirée exceptionnelle qui aura fasciné le public. Et si vous n'avez pas eu la chance de participer à cette projection, sachez que le film dans sa version anglaise sera diffusé le samedi 25 juillet ainsi qu'au mois d'août au Monaco Open Air Cinéma. Quant à cette ciné-conférence, une séance de rattrapage est prévue le 16 octobre au Grimaldi Forum. C'est un projet au cœur des discussions depuis quelques temps et pour cause, il touche directement au quotidien des Monégasques et résidents. Depuis le mois de juin, le centre commercial de Fontvieille est entré dans son plan provisoire d'embellissement en attendant son projet définitif de restructuration. C'est l'agence d'architecture TAG qui a imaginé cette rénovation dont le montant s'élèvera à plus de 4 millions d'euros. Pour faire le point sur les différentes étapes, je vous propose d'écouter l'administrateur des domaines, Aurélie Perry.
Les travaux d'embellissement reposent sur deux axes majeurs. On a tout d'abord le traitement des parties verticales, qui lui interviendra un petit peu plus tard dans le planning, et puis le traitement de tous les plafonds. Donc comme vous avez pu le voir, depuis le mois de juin, les interventions ont été opérées essentiellement la nuit, pour ne pas perturber l'activité du centre qui, je le rappelle, demeure en fonction pendant toute la durée des travaux. Et donc ces opérations ont consisté principalement à déposer le faux plafond existant, déposer également l'ensemble des différents éclairages, et puis vous allez voir petit à petit donc des vérifications qui vont être opérées sur les différents réseaux, des tirages de câbles qui vont être réalisés pour alimenter les futurs équipements qui seront mis en place, et puis des mises en peinture de l'ensemble des plafonds. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la zone centrale devant l'hypermarché qui présente une hauteur sous plafond beaucoup plus importante. Donc les travaux nécessitent une organisation différente. C'est la raison pour laquelle nous allons installer une mezzanine pendant une bonne partie du chantier qui va pouvoir permettre à l'entreprise d'intervenir dans la partie supérieure de ce mile sans interrompre l'accès aux différentes boutiques. Je pense que d'ici la fin de l'été, des changements vont commencer à être beaucoup plus visibles. Voilà, dès que les toiles vont commencer à être posées, et puis s'enchaînera la pose également de revêtements muraux qui viendront changer complètement la dynamique et la lecture de l'ensemble de l'espace. Nous sommes en période estivale, que vous soyez monégasque ou résident de la Principauté. Si vous prévoyez de partir en vacances à l'étranger, le département des Relations extérieures et de la coopération a publié récemment quelques conseils afin de bien préparer vos déplacements sans oublier les quelques formalités administratives. Nous en parlons avec notre invité, le directeur des Relations diplomatiques et consulaires. Bonsoir Benjamin Valli. Bonsoir. Votre département a publié de nombreuses recommandations aux voyageurs. Dans les grandes lignes, quelles sont les principales formalités qu'ils doivent vérifier avant leur départ à l'étranger ? Alors avant tout, ça sonne comme une évidence, mais bien vérifier la validité de son passeport et que la validité corresponde aux exigences d'entrée sur le territoire du pays de destination. Vérifier s'il y a besoin d'un visa ou d'une autorisation de voyage électronique, y compris pour les escales dans certains cas. Pour les enfants qui voyageraient seuls, les enfants non accompagnés, bien vérifier les conditions d'entrée et de sortie du territoire. C'est toujours important, ça évite les mauvaises surprises. Voilà, et vérifier toute information qui serait publiée sur le site des autorités du pays de destination. Alors, question naïve, mais pourquoi est-il recommandé, pour ne pas dire indispensable, de consulter le site internet de l'ambassade ou des autorités compétentes du pays de destination avant de s'y rendre ? Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des informations qui soient à jour et officielles. Les critères d'entrée sur le territoire parfois évoluent et changent. Et le meilleur moyen d'obtenir une information fiable et officielle, c'est de se rendre sur le site des autorités du pays de destination. Une question sur le dispositif français Fil d'Ariane, qui peut être très utile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi il consiste, quels avantages il offre aux ressortissants monégasques en déplacement à l'étranger ? Alors c'est un dispositif qui est gratuit, accessible en ligne sur les portails du gouvernement français et qui permet de signaler sa présence à l'étranger et de recevoir des alertes en cas de problème de sécurité dans le pays dans lequel se trouvent les ressortissants monégasques. Et alors admettons, un cas de figure, si les ressortissants monégasques rencontrent une situation d'urgence, comme il y en a déjà eu, on se souvient par exemple lors des bombardements aux Émirats Arabes Unis, comment ça se passe? Que doivent faire les voyageurs? Alors, dans un premier temps, bien écouter les consignes de sécurité qui sont diffusées par les autorités du pays dans lequel se trouvent les ressortissants monégasques. Et ensuite, il faut se rapprocher de l'ambassade ou du consulat de la Principauté de Monaco le plus proche. Et dans l'éventualité où on ne disposerait pas d'un consulat ou d'une ambassade sur place, se rapprocher de la direction des relations diplomatiques et consulaires par mail ou par téléphone pour qu'on puisse accompagner les ressortissants monégasques dans la sortie de crise. De façon générale, pour conclure, quel conseil donneriez-vous pour mieux se préparer avant un voyage, notamment en matière d'assurance, de documents ou de contacts d'urgence, que ce soit à destination des résidents de nationalité monégasque ou non? Alors,
Quelques recommandations de base, toujours bien vérifier son assurance voyage, assistance ou rapatriement par exemple, conserver une copie numérique ou papier de tous les documents importants, les documents de voyage, les passeports, les pièces d'identité, se signaler si possible quand on part auprès d'un proche ou via le fil d'Ariane. Pour ce qui est des résidents de la principauté qui ne soient pas de nationalité monégasque, dans le cas d'un événement particulier auquel ils auraient à faire face sur place, se rapprocher de l'ambassade ou du consulat de leur pays de nationalité le plus proche. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour voyager sereinement. Merci beaucoup Benjamin Valli, directeur des relations diplomatiques et consulaires, d'avoir été avec nous ce soir pour tous ces précieux conseils. Merci à vous. Et si au contraire vous n'avez pas prévu de partir, voici une activité qui fait un carton chez les plus jeunes. Nous avons suivi une trentaine d'enfants pour une aventure au cœur de la Méditerranée, à bord du catamaran de l'Académie monégasque de la mer, la prestigieuse école du quadruple champion du monde d'apnée Pierre Frolla. Leur mission, devenir de véritables pirates des abysses. C'est le nom de ce stage immersif qui dure pas moins de 5 jours. Les images de Sarah Nkari et Julien Logier. Les petits pirates ont rendez-vous à l'Académie de la mer. Un catamaran de 13 mètres les attend. Mais avant d'embarquer, un briefing est de mise, même si les enfants sont déjà montés à bord hier. Mon direct système est bon. Une fois que j'ai testé tout ça, je ferme la bouteille et je vide un petit peu le gilet. Soit en appuyant sur le tuyau annelé, soit en tirant sur les purges rapides. Chacun s'équipe. Combinaison, palme, masque, il est l'heure pour les pirates et les moniteurs de partir en mer. Vive la nature! Vive la nature! Vive les pirates! Vive les pirates! Qui en est nous? On est les pirates! Un site de plongée différent est choisi à chaque expédition. Aujourd'hui, c'est à Roquebrune que l'équipage, dirigé par le capitaine Frolla, s'apprête à jeter l'ancre. Alors à tribord, il y a quelqu'un ou il n'y a personne? Personne. On peut sauter alors? Ah oui, mais d'abord, il faut regarder à bâbord. À bâbord? Très bien. Et devant? Il n'y a personne. Et donc s'il n'y a personne à tribord, personne à bâbord, personne à devant, qu'est-ce qu'on fait? On tient le masque et on dit « Attention, je saute !» Attention, je saute. Ne saute pas, hein. Au programme du jour, la découverte de la plongée, mais pas que. Spécifique pour les enfants, à partir de 8 ans, on les prend à partir de 7 ans et demi en réalité. Ça fait 25 ans que ça dure et ce sont des multi-activités. On y pratique principalement les activités subaquatiques, la plongée bouteille, la randonnée palmée et la plongée libre. Et puis plein d'activités annexes telles que le sauvetage, les sauts, le matelotage et des recherches au trésor. Ils passent des niveaux au fur et à mesure que le temps passe. Alors il y en a pour qui c'est la première fois, généralement ce sont les enfants de 8 à 9 ans. Ce sont des baptêmes qui vont passer le premier niveau, soit l'otarie, soit le plongeur blanc. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont passer le bronze, l'argent, la qualification palanquée, l'or, le PE12, c'est-à-dire plongée à 12 mètres, et le PE20, qui est le dernier niveau des plongeurs enfants et le premier niveau des plongeurs adultes. Chacun progresse à son rythme. Ici, pas de compétition. L'objectif est avant tout de les sensibiliser à la protection de cet environnement fragile en leur permettant de s'émerveiller face aux trésors de la mer. Et qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ? Beaucoup de poissons, des girelles pans, beaucoup de saupes et des cerfs en écriture et une murène. Je passe le niveau dauphin d'argent. Je voudrais avoir le PE20, même si c'est encore loin. J'essaye de l'avoir. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sous l'eau ? Je ressens que tout le monde s'arrête. J'ai adoré et vraiment ça me donne envie de continuer. Ce stage peut même faire naître chez certains des vocations. Marine a commencé élève comme eux. Elle enseigne désormais au sein de l'école. De base, je voulais faire plein d'autres métiers comme les enfants, architectes, agents immobiliers, etc. Et c'est vraiment quand j'ai eu le déclic en année supérieure, quand j'ai fait les études de commerce et que je voyais... Alors je faisais commerce et biologie marine. Donc je voyais que la biologie marine quand même me plaisait beaucoup plus que le commerce et c'est en réfléchissant, en faisant beaucoup de stages aussi, où je me suis beaucoup ennuyée, que je me suis dit mais en fait ici les journées elles passent à vive allure et donc je pense que je veux faire ça toute ma vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent une fois sous l'eau ?
Non mais une fois sous l'eau, c'est liberté. Pour moi, j'ai l'impression de voler sous l'eau, de découvrir un autre monde que je découvre tous les jours, un monde différent. Ce matin, par exemple, j'ai vu 2 barracudas vraiment gigantesques. J'ai jamais vu des aussi longs. Donc chaque plongée est différente et avec chaque enfant aussi, donc c'est vraiment génial. 16h, retour sur la plage du Larvoto. Les moussaillons quittent le navire avec des souvenirs plein la tête et l'impatience de repartir à l'aventure dès le lendemain. Autre idée spécialement pour les plus jeunes cet été, l'un des rendez-vous incontournables de la Principauté, le chapiteau de Fontvieille, qui accueille traditionnellement le Festival international du cirque de Monte-Carlo, se transforme en véritable école pour des centaines d'enfants qui veulent se familiariser aux arts circassiens. Pendant 6 semaines, c'est l'occasion de s'initier au jonglage, au trapèze ou aux autres disciplines aériennes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça leur plaît. Christine Dapetit-Homel et Lionel Bernardi. Sous le chapiteau de Fontvieille où se produisent chaque année les plus grands artistes internationaux, place cet été au Talent de demain. Jusqu'au 14 août, l'école Tous en piste accueille des enfants de 4 à 18 ans pour des stages encadrés par des professionnels du cirque. Ils peuvent faire vraiment toutes les disciplines. Ça part du jonglage, au trapèze, au trampoline, au tumbling, l'acrobatie, tout ce qui est équilibre, boule, fil, rolla. On essaye de faire vraiment une panoplie complète des disciplines de cirque. 5 jours pour apprendre, progresser et gagner en confiance avant de monter sur scène le dernier jour pour un spectacle final présenté devant les familles. Mais dans le cirque, qu'est-ce qui séduit autant ces artistes en herbe? Les assiettes chinoises, il y a aussi d'autres trucs, mais vous pouvez le découvrir. Et on peut faire du trapèze, du cerceau, on peut même faire du tissu. Les grandes demandent vraiment l'aérien. L'aérien a un grand succès, tout ce qui est tissu, cerceau, hamac, trapèze, là ça a beaucoup de succès, c'est comme de la danse aérienne, donc on fait, bien sûr il n'y a pas de lâcher, il n'y a rien, mais c'est vraiment de la danse aérienne. J'aime bien faire tout ce qui est en aérien et ça fait pas peur? Bah des fois oui et des fois non, ça dépend de la hauteur. Et alors tu montes jusqu'à combien? Bah un peu plus bas que... un peu plus d'1 mètre. Les plus petits, ils font du multidisciplinaire, donc y en a qui ne sont pas trop physiques, donc ils font plutôt le jonglage. Et puis ceux qui sont un peu plus nerveux physiques, ils montent sur le trapèze. Enfin, on essaye que vraiment, c'est vraiment de la motricité aussi, hein, donc ça les aide beaucoup. Ça aide beaucoup à la confiance en soi. Nous, on aime tout, puisque du coup, on aime tout. On aime l'aérien, le trampoline, les jonglages, l'assiette chinoise, voilà, on aime tout. Et alors, tu es le plus fort dans quoi? Moi, je suis fort dans le trampoline. Moi, je suis plus fort en bâton du diable et aérien. Donc le truc en bâton et un petit peu aérien. Bâton, ce que j'aime bien, c'est faire les sauts comme on fait tourner le bâton en l'air. Oui, on le rattrape. Du coup, on va faire le spectacle avec les bâtons. Et le vendredi 15h, c'est le spectacle avec les parents, la lumière, la musique, tout. Une parenthèse artistique, vous l'aurez compris, qui allie dépassement de soi, créativité et esprit d'équipe, de quoi faire naître de belles passions et peut-être même quelques vocations. Après tout, le prochain clown d'or se cache peut-être déjà sous ce chapiteau. Ça, c'est sûr. Parlons innovation à présent. Vous connaissez sans doute le Spa Guerlain du Métropole Monte-Carlo. Eh bien, pour son premier anniversaire, l'Institut s'est déjà refait une beauté en se dotant notamment d'une nouvelle technologie, le Longeviskin. Son nom veut tout dire. Il s'agit d'un équipement qui entend révolutionner les soins esthétiques. Tous les détails dans ce reportage signé Sarah Inkari et Marie-Ève Béé. La marque Guerlain a pris possession du spa de l'hôtel Métropole il y a tout juste 1 an. Après le Noir et Or de Givenchy, les 1000 mètres carrés d'espace bien-être ont gagné en douceur, inspirés par l'abeille iconique de la maison. Guerlain est une maison française de bientôt 200 ans d'histoire et on est très fiers d'avoir cette collaboration qui illustre de très belles valeurs, notamment le
la haute couture, dans la beauté, le bien-être. Guerlain parfumeur, évidemment. Donc on a la chance d'avoir les 3 axes de la maison Guerlain présents ici au spa. Toutes les collections de parfums, y compris les plus exclusives, sont disponibles ici. Et pendant les soins, les produits Guerlain sont systématiquement utilisés. Les technologies esthétiques développées par la marque sont également à découvrir. Longeviskin en est la toute nouvelle. C'est un bijou de technologie qui regroupe en fait les 7 meilleures technologies dans le monde. Donc on va avoir le micropile qui est une poudre qui va permettre, donc qui est projetée et qui va permettre de nettoyer en profondeur, d'embellir, de lisser. On va même pouvoir traiter tout ce qui va être les cicatrices, que ce soit les cicatrices d'acné ou les cicatrices au niveau de la peau, d'atténuer les taches. Après, on va retrouver donc la radiofréquence qui va permettre de pouvoir raffermir le visage. On va retrouver l'électrostimulation donc pour venir travailler la fibre musculaire. Donc là, on va vraiment tonifier, lifter le visage. On va avoir des micro-courants qui vont permettre aussi d'avoir une meilleure pénétration des actifs au niveau de la peau. On va retrouver l'ultrason qui va permettre de faire un micro-massage cellulaire. Donc ça va permettre de réveiller les cellules, donc stimuler. On va retrouver également de la cryogénèse qui va permettre donc de drainer, d'apaiser, de aussi améliorer tout ce qui va être micro-circulation sanguine, lymphatique. On va retrouver également donc de la LED pour recharger les cellules, le plasma pour stimuler la cicatrisation. Un outil haute performance qui vient s'ajouter à une offre déjà bien large. Au-delà de nos installations fitness, bien-être, sauna, hammam et piscine, notre carte de soins est très large. On va de toute évidence proposer des massages du corps, des soins du visage. Ces prestations sont disponibles en cabine individuelle ou en cabine duo, pour les massages notamment. On va retrouver tous les soins esthétiques de base, bien évidemment, mais notre cœur, on va dire, de l'offre repose sur l'expertise visage facialiste. Autant de soins à offrir ou à s'offrir sans attendre. Un mot de la mairie de Monaco qui s'associe comme chaque année aux Voiles Blanches, une opération solidaire qui permet de collecter des jeux et des jouets au profit des enfants hospitalisés à la Fondation Lanval. Tout au long de l'été, c'est le Pirate Blanc de Monaco qui embarquera à bord de son voilier SCAF pour parcourir les Bouches-du-Rhône, le Var, Monaco et les Alpes-Maritimes afin de récupérer les coffres remplis de dons. Si vous souhaitez participer à l'opération, notez que depuis vendredi, 2 coffres sont installés à la fois dans le hall de la mairie et au marché de la Condamine, sous le Barnum Central. Vous avez jusqu'au 8 septembre pour y déposer des jeux ou des jouets qui, attention, doivent être sans emballage cadeau et pour des raisons sanitaires doivent être neufs. Voilà pour cette belle initiative solidaire qui apporte un peu de réconfort aux enfants hospitalisés qui en ont bien besoin. Finissons justement avec un peu de réconfort pour tous les enfants qui nous regardent, ça va vous plaire. Le jardin animalier du parc Princesse Antoinette compte de nouveaux petits pensionnaires depuis le début de l'été. Certains donnés par le jardin animalier Régnier 3. Ces arrivants à 2 pattes ont rejoint le parc il y a une dizaine de jours. Alexandre Olivier et Alexandra Paulini sont allés voir si l'intégration se passait bien. 9 canards, 4 poules, 4 lapins et 4 chèvres. Il est possible de voir tous ces animaux en plein cœur de Monaco, au parc Princesse Antoinette. Les pensionnaires à plumes et à poils demandent beaucoup d'attention. Plusieurs jardiniers de la mairie sont aux petits soins, comme Patrick, qui s'occupe de ses résidents au quotidien. Tous les jours, on doit être présent avec les animaux. Donc, ce qu'on doit faire, c'est déjà le nettoyage du poulailler, qu'on nettoie avec de l'eau et puis en brossant, et apporter du foin et des graines au niveau des lapins et des chèvres. Et puis les canards, c'est la même chose aussi, on leur amène ce qu'il faut à boire, etc. Aussi souvent le matin, on arrose les toits, donc comme le toit du poulailler, etc., pour amener de la fraîcheur. Et on change régulièrement l'eau où ils boivent à l'extérieur en fait. Le parc s'est récemment agrandi avec un don de 4 canards, des coureurs indiens à la posture très rectiligne et 2 poules Brahma facilement reconnaissables à leur plumage fourni. C'est le jardin animalier Régnier 3 qui a fait ce don. Axel Amalberti avait l'occasion d'accueillir plus de pensionnaires, mais elle a préféré limiter le nombre d'arrivants afin de respecter au mieux leurs besoins.
Je tiens à dire que nous avons des jardiniers excessivement méticuleux et aux petits soins, donc ils vont vérifier que l'intégration se passe bien et également que il manque de rien au niveau nourriture et que l'espace corresponde bien aux attentes de l'animal. Juste à côté de l'enclos, les jardiniers entretiennent également un potager. Les récoltes permettent de nourrir les pensionnaires du parc. Dès à présent, il est possible de venir découvrir les nouveaux arrivants et l'ensemble des animaux du parc. Mais attention, pour leur santé, il est interdit de les nourrir vous-même. Et c'est sur ces tendres images que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Alexandra Pani pour vos prévisions météo. On se quitte sur les photos du stage de cirque, très apprécié des enfants sous le chapiteau de Fontvieille. Les clichés sont signés Frédéric Nébinger. Excellente soirée à tous et à demain. Bonsoir à toutes et à tous. Pour les prévisions météo de ce mercredi 22 juillet, des températures encore élevées sont attendues avec 29 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée et un ciel largement ensoleillé. Quelques passages nuageux sont tout de même à prévoir. Du côté de la baignade, la température de l'eau de mer est de 27 degrés. Comme chaque mardi, nous vous proposons en partenariat avec la SMO un aperçu de la couverture de nos besoins en eau des sources de la Principauté. L'indicateur affiche la couleur orange, soit une couverture seulement de 15 à 25% de notre consommation. Les bons gestes et les économies d'eau sont conseillés. Et avant de refermer ce bulletin météo, nous n'oublierons pas de souhaiter une bonne fête aux Marie-Madeleine. Passez une excellente soirée en notre compagnie sur Monaco Info.